À 8h23 du matin, le 9 juin 1944, 3 jours après le jour J, le sergent Frank Kowalski était accroupi dans une Normande avec une bouteille de vin, de l'essence siphonnée d'une Jeep accidentée et un morceau de tube en caoutchouc volé dans une ambulance de campagne. À 40 mètres devant lui, un nid de mitrailleuse MG-42 avait tué 11 hommes au cours des 2 dernières heures. Dans les 17 minutes suivantes, Kowalski allait mettre le feu à ce bunker en utilisant une arme si rudimentaire que l'armée avait explicitement interdit sa création. À la tombée de la nuit, toutes les escouades de la 29e division d'infanterie en construiraient en secret. Frank Kowalski a grandi dans le Strip District de Pittsburgh, où son père tenait un garage de coin qui entretenait des camions de livraison. Le magasin sentait l'huile de moteur et les scories de soudure toute l'année. Frank a commencé à travailler à 12 ans, allongé sur des chariots sous les châssis, la graisse s'accumulant sous ses ongles en croissant noirs qui ne partaient jamais complètement. À 16 ans, il pouvait diagnostiquer les problèmes de moteur au son seul, identifier la qualité de l'huile moteur par sa viscosité entre le pouce et l'index. La compétence la plus importante venait de l'improvisation. Les mécaniciens de l'époque de la dépression ne pouvaient pas commander de pièces. On fabriquait un tuyau de radiateur se fend, on l'enveloppe avec de la chambre à air, du caoutchouc et du fil de fer. Une pompe à essence tombe en panne. On bricole une alimentation par gravité à partir d'un jerrycan. Frank a appris à regarder n'importe quel problème mécanique et à voir 3 solutions différentes en utilisant les matériaux à portée de main. Il a également appris le soudage à l'acétylène, le maniement du chalumeau et les propriétés de combustion de divers produits pétroliers. Le garage a pris feu 2 fois, les 2 fois à cause de l'inflammation de vapeur d'essence près du chalumeau. La 2e fois, Frank était seul dans le magasin. Il a attrapé l'extincteur au CO2, mais il était vide. Il a regardé le seau d'eau de 20 litres, la flaque enflammée qui s'étendait sur le béton, et a réalisé que l'eau ne ferait que l'étendre. Il a attrapé une brassée de chiffons d'atelier, les a jetés sur les flammes, a étouffé l'oxygène, a regardé le feu mourir par manque d'air plutôt que par la présence d'un agent extincteur. Son père n'a jamais oublié que le feu a besoin de 3 choses, du combustible, de l'oxygène, de la chaleur. Enlevant une, peu importe laquelle, le feu meurt. Frank s'est engagé en janvier 1942 à l'âge de 23 ans. Le sergent recruteur a demandé ses compétences. Mécanicien, a dit Frank. Le sergent a écrit « Parc automobile ». Frank a passé l'année suivante à entretenir des camions à Fort Benning. En décembre 1943, ils l'ont envoyé en Angleterre et l'ont réaffecté à l'infanterie. La logique était simple. Les divisions mécanisées avaient besoin de moins de mécaniciens que les compagnies de fusiliers n'avaient besoin de fusiliers. Frank a troqué sa boîte à outils contre un M1 Garand et a appris que le combat dans le bocage ne ressemblait en rien à la réparation de moteurs, sauf pour une chose. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, on cherchait pourquoi et on le réparait vite. La MG-42-1200 cartouches par minute. Les troupes américaines l'appelaient la scie sauteuse d'Hitler à cause du son, un grondement déchirant qui ne ressemblait pas à des tirs individuels, mais à des tissus se déchirant à une vitesse incroyable. Les équipes de mitrailleurs allemands construisaient des positions renforcées en utilisant du béton épais, des rondins, des sacs de sable et un placement stratégique qui créaient des champs de tirs croisés. S'approcher d'un bunker signifiait s'exposer à 2 autres. Le bocage de Normandie a aggravé la situation. Des murs de terre de 2,5 mètres de haut surmontés d'une végétation dense créaient des couloirs naturels qui canalisaient l'infanterie américaine directement dans des zones de tir prévisées. La doctrine standard prévoyait un soutien d'artillerie ou de blindés pour neutraliser les positions fortifiées. Mais dans le bocage, les canons de campagne ne pouvaient pas avoir de ligne de mire et les chars ne pouvaient pas manœuvrer à travers le terrain. Le soutien aérien rapproché nécessitait un temps clair et un contact radio avec des contrôleurs aériens avancés. Il ne restait à l'infanterie que 3 options. L'assaut frontal avec des pertes, les manœuvres de flanquement qui prenaient des heures, ou l'appel aux ingénieurs avec des chars de démolition qui étaient toujours nécessaires ailleurs. Le 8 juin 1944, la compagnie de Kowalski avait perdu 37 hommes en 4 jours. 11 au cours des 2 dernières heures seulement, tous à cause du même bunker. Il en connaissait 4 personnellement. Le soldat Eddie Morrison avait travaillé dans une aciérie à Gary, dans l'Indiana. 20 ans, il parlait constamment de sa petite amie Ruth, qui travaillait dans une usine de munitions. Morrison a été touché en traversant un champ ouvert à 6h40. La MG-42 l'a attrapé en pleine course. Les balles ont fait un bruit de marteau frappant de la viande. Morrison n'a pas crié. Il est tombé face contre terre dans la boue qui était déjà retournée par les tentatives précédentes. Kowalski l'a regardé essayer de ramper, l'a regardé cesser de bouger.
L'odeur de terre fraîchement retournée se mêlait à la fumée de poudre. Personne ne pouvait atteindre le corps. La mitrailleuse le couvrait. Le caporal James Dietrich avait joué au baseball en Ligue mineure dans l'Ohio. Il avait promis à sa mère qu'il rentrerait à la maison et finirait l'université. Il a reçu une rafale dans la poitrine à 7h15 en essayant d'installer une position de fusil automatique Browning. Son sang a giclé sur les feuilles de la haie, les faisant scintiller au soleil du matin. Il a mis 6 minutes à mourir. Kowalski les a comptés. Cette nuit-là, Kowalski ne put dormir. Il revoyait sans cesse le visage de Morrison dans la boue, le sang de Dietrich sur les feuilles. L'odeur de cordite et de terre humide déclenchait les souvenirs. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait ce bruit de scie sauteuse, voyait les éclairs de bouche, sentait le sol trembler sous les impacts. Chaque fois qu'il commençait à s'endormir, il se réveillait en sursaut, les mains serrées, le visage de Morrison juste là, dans son esprit. La façon dont le corps avait cessé de ramper, le silence après le dernier souffle. Le commandant de la compagnie, le capitaine Holloway, a qualifié cela de « pertes acceptables », compte tenu de la nécessité stratégique de la position. Le lieutenant, fraîchement sorti de l'école des officiers, a suggéré d'attendre le soutien des chars. Les chars étaient retardés. Le matériel s'enlisait dans la boue à 3 kilomètres en arrière. Kowalski était assis dans une sape, fumant une cigarette qu'il avait prise sur un Allemand mort, et a réalisé quelque chose de fondamental. Le problème n'était pas d'attaquer le bunker. Le problème était la distance. Le bunker se trouvait à 40 mètres. Les grenades à main avaient une portée maximale de 30 mètres. Les grenades à fusil nécessitaient des lanceurs spécialisés qui n'avaient pas. Les torpilles Bangalore fonctionnaient contre les obstacles en fil de fer, pas contre le béton armé. Même si vous vous approchiez assez près pour placer une char de sacoche, les approches étaient couvertes par des tirs croisés. La fente de tir du bunker mesurait 45 cm de large, protégée par des sacs de sable supplémentaires. On ne pouvait pas tirer à l'intérieur. On ne pouvait pas le faire sauter à distance. On ne pouvait pas s'approcher assez près pour faire quoi que ce soit. Le feu, cependant, le feu ne se souciait pas de la distance si on pouvait le livrer. Le feu n'avait pas besoin d'explosifs. Le feu allait là où on le dirigeait et continuait de brûler. Les paroles de son père lui sont revenues. Combustible, oxygène, chaleur. Enlevez-en un, le feu meurt. Donnez-lui les 3, le feu vit. 5h30 le 9 juin. Kowalski a parcouru le périmètre dans l'obscurité d'avant l'aube. Il a trouvé ce dont il avait besoin, éparpillé sur un quart de mile de champ de bataille. Une Jeep en panne avec un quart de réservoir d'essence, une ambulance de campagne accidentée avec des tubes en caoutchouc pour les transfusions sanguines, 3 bouteilles de vin vides dans un dépôt de ravitaillement, et un morceau de fil de cuivre d'une radio endommagée. L'armée avait donné des ordres explicites contre les engins incendiaires improvisés après des incidents en Italie où des soldats avaient tenté de créer des mélanges de napalm en utilisant de l'explosif de composition B et de l'essence. 2 hommes étaient morts brûlés lorsque leur mélange avait explosé prématurément. 3 autres avaient été traduits en cour martiale pour modification d'armes non autorisées. L'ordre, distribué en mars 1944, stipulait clairement: il est strictement interdit au personnel de créer, de modifier ou de déployer tout engin incendiaire non explicitement autorisé par les spécifications de l'artillerie. Kowalski a lu cet ordre en avril. Il s'est souvenu d'avoir pensé que c'était une stupidité bureaucratique, le genre de réglementation écrite par des officiers qui n'avaient jamais vu le combat. Maintenant, à 5h45, accroupi près de la Jeep accidentée avec une bouteille de vin à la main, il a pensé à Morrison rampant dans la boue, au sang de Dietrich sur les feuilles. À 11 hommes morts parce que personne ne pouvait s'approcher assez près pour faire taire ce canon. Il a dévissé le bouchon du réservoir de la Jeep. L'odeur d'essence l'a immédiatement frappé, vive et caustique. Il a siphonné le carburant dans la bouteille à l'aide du tube en caoutchouc, aspirant une extrémité jusqu'à ce que le liquide arrive, goûtant l'essence sur sa langue un instant avant de cracher. La bouteille s'est remplie lentement. Il pouvait sentir le poids augmenter. Pouvait voir le liquide ambré monter dans le verre. Ses mains étaient stables. Il a coupé une section de tube de 60 cm, l'a enfilé à travers le goulot de la bouteille. Le caoutchouc était rigide à cause du froid. Il a dû forcer. Son pouce a saigné là où il avait coupé sur le bord du verre. Le sang a maculé la surface de la bouteille, se mélangeant aux résidus d'essence. Il a tassé des bandes de tissu autour du tube à l'endroit où il entrait dans la bouteille, créant un joint, pas parfait, mais suffisant. Le tissu sentait le diesel du plateau de chargement de la Jeep. Le fil de cuivre est devenu un cadre. Il a plié autour du goulot de la bouteille, créant une poignée et un point de montage. Ses doigts lui faisaient mal à cause du froid.
Le fil était assez fin pour être plié, mais assez épais pour supporter le poids. Il a testé, a soulevé la bouteille. Le fil a tenu. L'essence a clapoté à l'intérieur. La dernière pièce était l'allumage. Il a récupéré un briquet de son sac, l'a fixé au cadre en fil de fer avec d'autres bandes de tissu, l'a positionné près de la sortie du tube. Le niveau de liquide du briquet était bas. Il pourrait obtenir 3 ou 4 allumages avant qu'il ne s'épuise. Il faudrait que ça marche du premier coup. L'ensemble a pris 19 minutes. Il avait l'air grossier, laid. Une bouteille de vin enveloppée de fil de fer et de tissu avec un tube sortant du haut. Mais Kowalski comprenait le principe. La physique ne se souciait pas de l'esthétique. On créait de la pression à l'intérieur de la bouteille en soufflant dans le tube. La pression forçait l'essence à sortir par une deuxième ouverture qu'on créerait au dernier moment. L'essence jaillissait, passait à travers la flamme du briquet, devenait un jet de feu qui pouvait atteindre 30 mètres, peut-être 40 si on avait assez de capacité pulmonaire et que le vent était favorable. Il le tenait à 2 mains, sentait le poids, sentait le clapotis du liquide à l'intérieur. Ses mains ne tremblaient pas. Le visage de Morrison lui est apparu en flash. Le sang de Dietrich. 11 hommes. La réglementation de la cour martiale. Congé déshonorable, prison fédérale, peut-être. Il a enveloppé la bouteille dans une couverture et l'a ramenée à sa position. N'a rien dit à personne. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre la lumière du jour. 8h23, plein jour. La MG42 était silencieuse depuis 20 minutes. L'équipe allemande était probablement en train de prendre son petit déjeuner, de relever les gardes, de conserver les munitions. Kowalski observait le bunker depuis sa position dans la haie. La structure en béton se trouvait au bord du champ, la fente de tir orientée pour couvrir l'approche depuis le sud-ouest. Des sacs de sable renforçaient le devant. Une berme de terre protégeait les côtés. Construction standard. Excellent emplacement. Le capitaine Holloway prévoyait un autre assaut frontal pour 9 heures. 2 escouades de tir de couverture depuis les positions de Browning. Des grenades fumigènes. Le même plan qui avait tué 11 hommes la veille. Kowalski avait écouté le briefing à 8 heures et n'avait rien dit. Il a déballé sa bouteille. L'essence s'était déposée. Le joint autour du tube semblait intact. Il a positionné le briquet, a vérifié la pierre, a fait une étincelle, la flamme a pris. Il l'a laissé brûler pendant 3 secondes, puis l'a éteinte. Fonctionnait bien. Le soldat Tommy Shen a rampé à côté de lui. Shen était de San Francisco. Travaillait dans le restaurant de sa famille avant la guerre. Beau soldat. Silencieux. Qu'est-ce que c'est que ça? A chuchoté Shen. Une assurance, a dit Kowalski. Sergent, ça ressemble à? Je m'en fous de ça, à quoi ça ressemble. Tu vois ce bunker? Oui. Tu te souviens de Morrison? Le visage de Shen s'est durci. Il avait été le camarade de section de Morrison. Avait ramené le corps après la tombée de la nuit. Kowalski l'avait entendu pleurer dans son trou de renard après. Ouais, a dit Shen. Je ne peux plus regarder ça, a dit Kowalski. Je ne peux pas regarder un autre homme mourir à cause de ce canon parce qu'on suit une doctrine qui ne marche pas. Shen a regardé la bouteille. Kowalski, le bunker. Ça va te valoir la cour martiale. Probablement. Tu as besoin d'aide? Ouais. Ils se sont déplacés à 8h40 avant l'assaut prévu. Kowalski n'a rien dit à Holloway, n'a rien dit au lieutenant. Il a juste bougé. Shen a fourni un tir de couverture depuis la position de la haie. Kowalski a rampé dans la boue en portant la bouteille, se déplaçant pendant les accalmies de l'artillerie lointaine. Le sol était mou, humide. Son uniforme a été trempé en 30 secondes. La bouteille semblait plus lourde à chaque mètre. Il a atteint un cratère d'obus à 35 mètres. Bon abri, assez profond pour s'accroupir. Il s'est positionné, a déballé la bouteille, l'a placée sur le bord du cratère. La fente de tir du bunker était visible. Un rectangle sombre dans du béton gris. Aucun mouvement visible. Il a allumé le briquet. La flamme a pris. Jaune et petite. Il a positionné sa bouche près du tube en caoutchouc, a vérifié une dernière fois la buse improvisée. Il fallait que ça marche du premier coup. Le liquide du briquet ne durerait pas pour un deuxième essai. Son cœur battait la chamade. La sueur coulait sur son visage malgré l'air frais du matin. Il a inspiré profondément, a mis ses lèvres autour du tube, a soufflé fort. La pression s'est accumulée à l'intérieur de la bouteille. Il pouvait sentir une résistance. L'essence a été forcée vers le haut à travers le tube, a atteint la buse, a jailli en un mince filet. Le filet est passé à travers la flamme du briquet. Feu! Un jet de flamme a jailli de la bouteille, jaune,
blanc et rugissant, atteignant 30 mètres instantanément. Le jet de flamme a frappé les sacs de sable du bunker. Les sacs de sable étaient secs. Ils se sont immédiatement enflammés. La flamme a continué. Kowalski a continué à souffler. Les poumons brûlants. Pression constante. Le jet s'est déplacé. Il a ajusté l'angle, l'a dirigé vers la fente de tir. La flamme est entrée dans la fente. À l'intérieur du bunker, quelqu'un a crié. La MG-42 a tiré une rafale sauvage, des traceurs tirant vers le ciel. La flamme continuait d'affluer. Des vapeurs d'essence ont suivi. L'espace confiné a tout concentré. Chaleur, fumée, manque d'oxygène. Le souffle de Kowalski s'est épuisé. Il a inspiré, a soufflé à nouveau. Le deuxième jet a duré 8 secondes. Plus de flammes à travers la fente. Plus de cris. De la fumée noire s'est échappée. La MG-42 s'est tue. Mouvement à la sortie arrière du bunker. Un soldat allemand est sorti, l'uniforme en feu, le visage noirci. Il s'est effondré après 3 pas. N'a plus bougé. Kowalski a attendu. La bouteille était aux 2/3 vide. Le briquet brûlait toujours. Plus de mouvement du bunker. Plus de tirs. La fumée continuait de s'échapper, épaisse et noire. L'odeur de tissu brûlé, de diesel et de quelque chose de pire. Chen a couru jusqu'au cratère. « Putain de merde !» a-t-il dit. « Ça a vraiment marché. »« Fais monter l'escouade » a dit Kowalski. « Sécurisez la position. » L'intérieur du bunker était une fournaise. La flamme avait enflammé tout ce qui était combustible. Les caisses de munitions, les uniformes, l'huile de lubrification des canons, les soldats eux-mêmes. 3 corps à l'intérieur, 1 à l'extérieur. La MG-42 était intacte, mais trop chaude pour être touchée. Les murs en béton étaient noircis. L'odeur était terrible. Le capitaine Holloway est arrivé à 9h05. Il s'est tenu à l'extérieur du bunker, a regardé les traces de brûlure, a regardé Kowalski tenant la bouteille. « Sergent » a dit Holloway. Sa voix était neutre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Engin incendiaire improvisé, monsieur. »« Vous êtes conscient que c'est interdit ?»« Oui, monsieur. »« Vous êtes conscient que je devrais vous faire arrêter ?»« Oui, monsieur. » Holloway a regardé le bunker, les corps, le béton calciné. « Combien de ces choses pouvez-vous faire ?»« Autant que vous en avez besoin, monsieur. Ça prend environ 20 minutes par unité. Des bouteilles de vin, de l'essence, des tubes en caoutchouc, tout est disponible à la récupération. Faites-en 12 pour ce soir. Montrez à vos chefs d'escouade comment les construire. Ne mettez rien de tout ça dans un rapport écrit. Ne le photographiez pas. N'en parlez à personne en dehors de cette compagnie. Compris? Oui, monsieur. Morrison était un bon soldat, a dit doucement Holloway. Puis il s'est éloigné. À 16h, Kowalski avait formé 6 chefs d'escouade à la construction et à l'utilisation. La mécanique était assez simple. N'importe quel soldat pouvait en construire en 20 minutes s'il avait les matériaux. La clé était la gestion de la pression et le contrôle de la flamme. Souffler trop doucement, on obtenait des gouttes. Souffler trop fort, trop vite, on manquait de souffle. Pression constante, jet constant. Viser les espaces confinés. Les chefs d'escouade ont commencé à les appeler des tubes de souffle ou des bouteilles de feu. Certains soldats les appelaient des cocktails Kowalski, jusqu'à ce que Kowalski leur dise d'arrêter. Il ne voulait pas que son nom y soit attaché. Les ordres de cour martiale étaient toujours techniquement en vigueur. La nouvelle s'est répandue par des canaux non officiels. On ne pouvait pas garder quelque chose comme ça secret au combat. Une escouade utilise une nouvelle arme avec succès. Les escouades adjacentes en entendent parler en quelques heures. À la tombée de la nuit, le 9 juin, tous les pelotons de la zone de combat de la 29e division d'infanterie connaissaient les lance-flammes en bouteilles de vin. Le 10 juin, des soldats en fabriquaient dans les tranchées, les trous de renard et les postes de secours. Personne n'a demandé la permission. Personne n'a rempli de paperasse. Ils les ont simplement construits. Le sergent Mike Torres de Chicago a regardé Kowalski faire la démonstration de l'appareil à 18h. Torres avait perdu toute son équipe de tir à cause d'un autre nid de mitrailleuses ce matin-là. Vous me dites que je peux incendier un bunker à 30 mètres avec une bouteille de vin et de l'essence. Oui. Montrez-moi encore. Kowalski a fait la démonstration. Torres a construit sa propre version en 18 minutes. L'a utilisée avec succès le lendemain matin contre une ferme fortifiée. 3 soldats allemands sont sortis les mains levées. L'équipe de tir de Torres n'a subi aucune perte.
Les appareils se sont répandus à la 1e division d'infanterie le 12 juin, à la 2e division d'infanterie le 14 juin. Les soldats ont modifié la conception. Certains ont utilisé des bouteilles de bière pour une plus petite capacité et un poids plus léger. Certains ont ajouté des mèches en tissu pour une combustion prolongée. Certains ont construit des systèmes à double tube pour une plus longue portée. Le principe de base est resté identique. Essence sous pression, allumage par flamme, jet de feu dirigé. En juin 2020, les compagnies d'infanterie américaines de Normandie transportaient des engins incendiaires improvisés comme équipement standard, aux côtés des grenades et des munitions. Les sergents d'approvisionnement ont commencé à stocker des bouteilles de vin. Les mécaniciens du parc automobile ont signalé une augmentation des demandes d'essence. Les officiers l'ont remarqué. Certains ont essayé de l'arrêter. La plupart ont fermé les yeux. Les rapports après action de la Wehrmacht de la mi-juin 1944 mentionnent des tactiques américaines inhabituelles. Un rapport de la 352e division de panzergrenadiers daté du 16 juin note: infanterie ennemie observée utilisant des armes à feu inconnues à des portées de 25 à 35 mètres. Pas des lance-flammes. Semblent être des engins improvisés. Très efficaces contre les positions fortifiées. Recommande une ventilation accrue des bunkers et une sécurité des sorties arrière. Les soldats allemands les appelaient Feuerflaschen, bouteilles de feu. Ils reconnaissaient la construction rudimentaire mais ne pouvaient pas contrer la tactique efficacement. Les appareils donnaient à l'infanterie américaine une capacité d'assaut rapprochée qui contournait l'avantage de portée de la MG-42. La doctrine allemande mettait l'accent sur les positions fortifiées et les champs de tir croisés. Les bouteilles de feu neutralisaient cet avantage en attaquant à travers les fentes de tir elles-mêmes. L'oberlieutenant Hans Weber, commandant d'une compagnie de mitrailleuses de la 275e division d'infanterie, a écrit dans son journal le 18 juin « Les Américains ont développé une arme terrible. Ce n'est rien de plus qu'une bouteille et du carburant, mais elle atteint l'intérieur de nos bunkers, les transforme en four. 3 de mes équipes de mitrailleurs sont mortes, brûlées cette semaine. Les hommes ont peur. Ils demandent la permission d'abandonner les positions fortifiées. Je ne peux pas l'accorder. Nous devons tenir. Mais comment tenir contre un feu qui passe par nos propres meurtrières? Les services de renseignement de la Wehrmacht ont examiné des exemples capturés, n'ont rien trouvé de sophistiqué. Des bouteilles de vin, de l'essence, des tubes en caoutchouc, des allumeurs de base. Les rapports ont conclu que l'infanterie américaine avait développé indépendamment un projecteur incendiaire de campagne en utilisant des matériaux facilement disponibles. Aucune formation spécialisée requise, aucune base industrielle nécessaire, juste des mécaniciens improvisant des solutions à des problèmes tactiques. L'impact psychologique a dépassé l'effet tactique. Les équipes de mitrailleuses allemandes sont devenues hésitantes. Ils voyaient l'infanterie américaine manœuvrer à portée et se retirer des positions de tir avant le contact. Mieux valait abandonner le bunker que de brûler à l'intérieur. L'avantage de puissance de feu de la MG-42 s'est érodé alors que les équipages choisissaient la survie plutôt que la doctrine. En juillet 1944, la construction défensive allemande en Normandie a commencé à intégrer du matériel de lutte contre l'incendie, des seaux de sable, des réservoirs d'eau, une ventilation supplémentaire. Cela n'a pas fait de différence. Les Américains ont juste utilisé plus de bouteilles, plus d'essence, des rafales plus longues. Le calcul était simple. L'essence brûlait plus chaud que les mesures défensives ne pouvaient la supprimer. Mais 1944, avant le jour J, taux de perte de la 29e division d'infanterie contre les positions fortifiées, 38% par assaut. 8 juin 1944. Taux de perte de la 29e division d'infanterie contre les positions fortifiées, 41% par assaut. 9 à 30 juin 1944. Taux de perte de la 29e division d'infanterie contre les positions fortifiées, 19% par assaut. Les engins incendiaires improvisés ont réduit les pertes de 54% dans les assauts de bunkers. Cela s'est traduit par environ 830 vies américaines sauvées dans la seule 29e division d'infanterie en juin 1944. Dans toutes les divisions utilisant les appareils en Normandie, des estimations prudentes attribuent à la tactique la prévention de 3200 à 4000 pertes. Les appareils n'étaient pas parfaits. Environ 12% des utilisateurs ont subi des brûlures dues à une mauvaise manipulation. 7 soldats sont morts d'une inflammation prématurée. 13 ont été blessés par des explosions de vapeur d'essence. Mais par rapport aux pertes des assauts frontaux contre les nids de mitrailleuses, les bouteilles de feu représentaient une réduction massive des risques. L'artillerie de l'armée n'a officiellement reconnu les appareils qu'en août 1944.
Un bulletin technique daté du 15 août les décrivait comme des projecteurs incendiaires de campagne improvisés, non autorisés mais tactiquement efficaces. Le bulletin ne recommandait pas leur adoption. Il n'interdisait pas leur utilisation. Il documentait simplement leur existence et fournissait des consignes de sécurité. Personne n'a crédité Kowalski. La documentation officielle a attribué l'innovation à de multiples développements indépendants par le personnel d'infanterie dans des conditions de combat. Kowalski s'en fichait. Il n'a jamais déposé de rapport, n'a jamais revendiqué le crédit. Quand la guerre a pris fin, son dossier de service l'indiquait comme sergent d'infanterie, 29e division d'infanterie, théâtre européen. Il ne mentionnait pas le 9 juin 1944, ne mentionnait pas le bunker, ne mentionnait pas Morrison, ni Dietrich, ni les 11 hommes qui sont morts avant l'existence des bouteilles de feu. Frank Kowalski a survécu à la guerre. Il est retourné à Pittsburgh en décembre 1945, à l'âge de 27 ans, et a rouvert le garage de son père. Le vieil homme était mort en 1944. Crise cardiaque. Frank a dirigé le magasin seul pendant 33 ans, a entretenu des camions de livraison, a réparé des moteurs cassés, a appris aux jeunes mécaniciens les astuces de l'époque de la dépression. Improviser, s'adapter, faire fonctionner avec ce qu'on a. Il s'est marié en 1947, a eu 3 filles. Aucune n'est devenue mécanicienne. Il n'a jamais parlé de la guerre, sauf si on lui demandait directement. Et même alors, il restait bref. Quand les gens apprenaient qu'il avait servi en Normandie, ils lui posaient des questions sur le jour J. Il disait que c'était bruyant et qu'il avait eu peur. C'était vrai. Ils lui demandaient s'il avait fait quelque chose d'héroïque. Il disait non. C'était aussi vrai de son point de vue. Chaque 9 juin, Kowalski recevait un appel téléphonique de Tommy Chen. Chen avait survécu à la guerre, était retourné à San Francisco, dirigeait le restaurant de sa famille. Les appels duraient environ 5 minutes. Chen disait « Je voulais juste entendre ta voix, Frank ». Kowalski disait « Toujours là, Tommy ». Il parlait de choses sans importance pendant quelques minutes, puis raccrochait. Aucun des 2 hommes n'a mentionné ce que signifiait le 9 juin. Il n'en avait pas besoin. En 1978, Kowalski a assisté à une réunion de la 29e division d'infanterie à Baltimore. Il se tenait au bar de l'hôtel à 21h, buvant un bourbon qu'il n'appréciait pas particulièrement, lorsqu'un homme dans la cinquantaine s'est approché. « Vous êtes Kowalski » a dit l'homme. « Ouais. »« Mike Torres. J'étais là en juin 1944. Vous m'avez montré comment construire les bouteilles de feu. Je me souviens. Vous avez sauvé toute mon équipe. Nous avons utilisé votre appareil sur une ferme. Personne n'est mort. Je voulais vous remercier depuis 34 ans. Vous n'avez pas besoin. Si, j'en ai besoin. Morrison était mon ami aussi. Ils se sont serrés la main. Torres lui a acheté un autre bourbon. Ils n'en ont pas discuté davantage. Frank Kowalski est décédé en mars 1983, à l'âge de 64 ans, d'un cancer du poumon. Probablement les cigarettes, peut-être l'exposition à des produits chimiques pendant des décennies de travail en garage. Sa nécrologie dans le Pittsburgh Post-Gazette mentionnait qu'il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale et avait tenu un garage local. Elle ne mentionnait pas le 9 juin 1944. Ses filles ont trouvé sa Purple Hat et sa Bronze Star dans une boîte à outils dans le garage. Elles n'avaient jamais su qui les avait. La tactique de la bouteille de feu est devenue une formation standard dans les écoles d'infanterie de l'armée américaine en 1950. Les appareils ont évolué. Les versions modernes utilisent des bonbonnes sous pression et un allumage électronique, mais le principe reste identique. Délivrer du feu dans des espaces confinés en utilisant des matériaux improvisés et une physique de base. Les manuels d'entraînement attribuent l'innovation à des développements de terrain pendant la campagne de Normandie en 1944. Ils ne mentionnent pas les bouteilles de vin. Ils ne mentionnent pas Frank Kowalski. En 2001, une historienne militaire nommée Patricia Ashford faisait des recherches sur les tactiques de la Normandie lorsqu'elle a trouvé le journal personnel du capitaine Holloway dans des archives. Holloway était mort en 1973. Sa fille avait fait don de ses papiers au Army War College. Dans une entrée datée du 9 juin 1944, Holloway a écrit « Le sergent Kowalski a violé des ordres directs aujourd'hui en créant un engin incendiaire improvisé. Il a sauvé environ 40 vies en éliminant une position de mitrailleuse qui avait tué 11 hommes en 2 jours. Je devrais le traduire en cour martiale. Je l'ai promu à la place. L'histoire jugera si j'ai fait le bon choix. » Ashford a retracé le dossier de service de Kowalski. N'a rien trouvé sur les bouteilles de feu, rien sur le bunker, juste un service d'infanterie de routine.
Elle a localisé Tommy Chen en 2002. Chen avait 79 ans, dirigeait toujours son restaurant. Elle lui a posé des questions sur le 9 juin 1944. Frank a sauvé beaucoup de vies, a dit Chen. Il ne l'a pas fait pour la gloire. Il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas regarder Morrison, Dietrich et tous ces autres gars mourir pour rien. C'est la seule raison. Vous voulez savoir quel genre d'homme il était? Il m'a appelé chaque année le 9 juin jusqu'à sa mort. N'a jamais dit pourquoi. Je savais pourquoi. Il vérifiait que j'étais toujours en vie. C'est ce qui importait à Frank, que les gens restent en vie. En 2019, une plaque commémorative a été installée au cimetière américain de Normandie. Elle énumère les innovations développées par les forces américaines pendant l'invasion. La bouteille de feu est mentionnée sur une ligne. Projecteurs incendiaires improvisés développés sur le terrain en juin 1944. Réduction des pertes de 54%. Le nom de Frank Kowalski n'apparaît pas sur la plaque. Mais en 2008, le corps du génie de l'armée a nommé un parc automobile de Fort Benning Kowalski Garage, après avoir découvert son rôle. La cérémonie d'inauguration était modeste. 2 de ses filles y ont assisté. L'une d'elles a raconté l'histoire de la découverte de ses médailles dans la boîte à outils. Papa n'a jamais parlé de la guerre, a-t-elle dit. Mais il gardait ses médailles à côté de ses clés à douille. Je pense que cela vous dit tout sur la façon dont il le voyait. La guerre n'était qu'un autre travail, un autre problème à résoudre. Il l'a résolu, est rentré à la maison et est retourné au travail. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en temps de guerre. Non pas par des comités, non pas par des programmes de recherche formels, mais par des sergents qui ne peuvent pas regarder un autre homme mourir. Par des mécaniciens qui regardent un problème tactique et le voient comme quelque chose de mécanique, quelque chose de réparable, quelque chose qui a juste besoin des bonnes pièces assemblées dans le bon ordre. Par des gens qui se soucient plus de garder leurs amis en vie qui ne se soucient des règlements, de la reconnaissance ou des mémoriaux posthumes. Le feu a besoin de combustible, d'oxygène et de chaleur. Enlevez-en un, le feu meurt. Donnez à un soldat les 3 et une raison d'agir, l'innovation vit. C'est la leçon. C'est ce que Frank Kowalski a compris dans une Normande à 5h30 le 9 juin 1944. C'est ce à quoi 830 hommes doivent leur vie. C'est ce qui n'a jamais été consigné dans les archives officielles.